Quand on pense à l'impression 3D, on imagine tout de suite une technologie super récente, n'est-ce pas? Quelque chose des années 2010 peut-être? Eh bien, préparez-vous, parce que l'histoire qu'on va découvrir ensemble va complètement changer cette idée. On va remonter le temps et beaucoup plus loin qu'on ne le croit. On la met souvent dans le même sac que les voitures volantes ou l'intelligence artificielle. Bref, une technologie du futur. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Cette idée reçue est sur le point de voler en éclats. Et non, la réalité est bien plus folle. Les fondations de ce qu'on appelle l'impression 3D ou la fabrication additive ont été posées il y a plus de 40 ans. Alors, on remonte le temps ensemble pour découvrir les véritables origines de cette révolution. Allez, direction les années 80. Et là, attention, on ne parle pas d'une petite étincelle. Cette décennie a été le véritable Big Bang de l'impression 3D. Une véritable explosion d'idées qui ont façonné la technologie qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quelle vitesse tout s'est enchaîné. En même pas 10 ans, les 3 grands piliers, les 3 méthodes de base de l'impression 3D ont vu le jour. C'était une vraie révolution technologique, mais en accéléré. Alors, tout commence avec la stéréolithographie, la SLA, brevetée en 1984 par un certain Charles Hull. Pour faire simple, imaginez un laser qui vient dessiner un objet dans un bain de résine liquide. Et au contact du laser, hop, la résine durcit. Couche après couche, l'objet se matérialise, comme par magie. C'est vraiment le point de départ de toute cette histoire. Puis, en 1988, Karl Dekar change complètement la donne. Fini le liquide, on passe à la poudre. Avec le frittage sélectif par laser, ou SLS, un laser super puissant vient fusionner des petites particules de poudre pour construire l'objet. C'est une approche vraiment ingénieuse qui, en plus, n'a souvent pas besoin de support. Et enfin, en 1989, Scott Crump invente la méthode qui va devenir la plus connue du grand public, le dépôt de fil fondu FDM. Là, l'image est simple, c'est un peu comme un pistolet à colle chaude robotisé hyper précis qui dépose un filament de plastique fondu pour construire un objet couche par couche. Voilà, ces 3 inventions, c'est la base de tout. On avance un peu dans le temps et nous voilà dans les années 90. La technologie existe, mais soyons clairs, c'est un luxe. On entre dans l'âge d'or du prototypage. À cette époque, l'impression 3D, c'est un outil d'élite réservé aux grosses industries. Dans les années 90, l'impression 3D, c'est un peu l'arme secrète des industriels. Le prototypage rapide, ça change tout. On peut créer en quelques heures ce qui avant prenait des semaines. Des boîtes comme EOS en Europe deviennent les leaders du marché. Et même la médecine s'y met en imprimant des modèles d'organes pour préparer des opérations chirurgicales complexes. C'est juste énorme. Arrivent les années 2000, et là, c'est un vrai tournant. Un seul événement va suffire à faire sortir l'impression 3D de son monde industriel pour l'envoyer dans les garages, les ateliers, chez les passionnés du monde entier. La révolution est en marche, pour de bon. 2009, voilà. C'est une date à retenir. C'est vraiment l'année où tout a basculé. L'année où un outil industriel a commencé à devenir un phénomène mondial. Alors, c'est quoi le déclic? C'est tout simple. Le brevet de la technologie FDM, la plus accessible des 3, arrive à expiration. Et là, c'est l'explosion. Du jour au lendemain, n'importe qui, vraiment n'importe qui, peut se mettre à créer et vendre des imprimantes sans se ruiner en droit. C'est comme si on avait ouvert les vannes en grand. Et ce qui suit, c'est une réaction en chaîne incroyable. D'abord, il y a le projet RepRap, une imprimante 3D open source qui peut imprimer ses propres pièces pour se répliquer. Le concept cartonne, des milliers de makers, de bricoleurs passionnés construisent leurs machines. Et forcément, les prix s'effondrent. Le mouvement est lancé. Bon, bienvenue dans l'ère moderne des années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Là, on change de dimension. L'impression 3D ne sert plus seulement à faire des prototypes. Elle entre dans la production. On ne crée plus juste des modèles, on fabrique des objets finis qui fonctionnent et qui sont parfois carrément révolutionnaires. La technologie s'infiltre partout, dans l'automobile, l'aérospatiale, la médecine et même l'alimentation. La fabrication additive repousse vraiment toutes les limites de la personnalisation et de la complexité. D'ailleurs, regardons quelques exemples concrets. En 2010, il y a cette voiture, la Urbi, qui fait le buzz. Toute sa carrosserie est imprimée en 3D. C'est la preuve qu'on peut maintenant fabriquer des produits vraiment complexes. Aujourd'hui, l'industrie auto l'utilise pour des pièces de moteur, des intérieurs personnalisés et plein d'autres choses. En médecine, on assiste à des petits miracles. Cette prothèse de mâchoire, faite sur mesure, a changé la vie d'une patiente. Et ce n'est que le début d'une nouvelle ère pour les implants et les prothèses. Ils sont personnalisés, plus performants et souvent plus abordables. L'impression 3D part même à la conquête de l'espace. En 2014, la NASA envoie une imprimante là-haut, dans l'ISS, pour que les astronautes puissent fabriquer des outils à la demande. C'est une avancée énorme pour l'autonomie des missions spatiales. Et là, on change complètement d'échelle. C'est devenu monumental. Il y a des robots qui impriment des maisons en béton en à peine 24 heures. Cette technique, le contour crafting, pourrait bien tout changer dans le secteur de la construction et peut-être même apporter une solution à la crise du logement.
Alors, après ces 40 ans de folie, où en est-on? Clairement, la technologie est devenue mature, elle s'est diversifiée, c'est devenu une vraie industrie. La question maintenant, c'est quelle sera la prochaine couche? Qu'est-ce qui nous attend? On peut oublier les 3 petites méthodes des débuts. Aujourd'hui, on parle de 7 grandes familles de fabrication additive, chacune avec ses matériaux et ses spécialités. De la résine au métal, du plastique au sable, le champ des possibles est devenu presque infini, et surtout, il est maîtrisé. On est parti d'une simple idée dans un labo et on est arrivé à une technologie qui construit des voitures, des maisons et même des parties du corps humain. La question, aujourd'hui, ce n'est plus est-ce qu'on peut l'imprimer, mais plutôt est-ce qu'on doit l'imprimer? Quel sera le prochain chapitre de cette histoire incroyable? La page est encore blanche, prête à être écrite, ou devrais-je dire imprimée?